On va parler, Thibaut, du nouveau label ISR dans un instant qui élimine donc les énergies fossiles. Vous nous direz, vous, ce que vous en pensez. D'abord, les valeurs vertes en bourse, c'est terminé ou pas? Est-ce que les valeurs vertes sont des valeurs poubelles en bourse? C'est pas du tout votre point de vue. Pensez que les valeurs vertes, c'est déjà derrière nous. Pour vous, c'est bullshit. Oui, vous foudroyez cette idée selon laquelle les valeurs vertes appartiendraient au passé en bourse. Elles ont beaucoup déçu quand même depuis le début de l'année. On a du moins 50% sur Ørsted, on a du moins 50% aussi sur Siemens Energy. Et pourtant, pour vous, les valeurs vertes ne sont pas des valeurs poubelles pour l'investisseur. Guillaume, vous ne m'aviez pas habitué à un tel bullshit. Je suis obligé de protester vivement. C'est vrai qu'on est depuis, en fait, après une séquence 2021 assez exceptionnelle. On a des enchaînements qui sont très douloureux pour les valeurs vertes, qui sont un peu massacrées. Et il est probablement temps d'y voir un potentiel de rebond très important aujourd'hui. Mais elles ne sont pas massacrées par hasard. Des massacres comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, de la fumée, il y en a, on ne voit plus rien. Moins 50% sur des méga caps. Des méga caps, il ne faut pas exagérer, mais des grosses capis quand même. Siemens Energy, Ørsted, ce n'est pas des petits... Absolument. Alors, il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ça. Le premier, effectivement, c'est les hausses de taux. Les hausses de taux, c'est quand même un truc qui a fait très mal à beaucoup de secteurs, en particulier à tous les secteurs d'avenir, qui donnent envie de se projeter dans la durée. De se dire, si mes cash flows ils sont un peu plus loin, je vais les actualiser avec un taux un peu plus élevé. Donc déjà, c'est pas très bon. Donc cette hausse de taux, elle va quand même poser un petit problème aux valeurs vertes sur des notions purement de valorisation. On va avoir un deuxième problème là-dessus, c'est que ces hausses de taux, elles font que, c'était exactement le cas d'Ørsted que vous citez, vous faites un appel d'offres, vous mettez vos prix, et puis le temps que l'appel d'offres se fasse, peut-être 6 mois après, les taux que vous avez pour bloquer votre investissement dans la durée, vos accès aux fournisseurs, au prix des matériaux, sont plus les mêmes. Et donc votre rentabilité a bougé. Donc dans ces phases de hausse de taux et de hausse des prix des matériaux, ça a été assez difficile à caler. Puis troisième point, l'humeur des investisseurs dans des périodes de hausse de taux est sur les valeurs qui ne sont pas ce type de valeurs. Donc ça a été un peu pénible. Sofiane. Mais on pensait en Europe être un peu les chantres des investissements, de l'investissement vert. En fait, pas du tout. Notre réglementation ne joue pas en notre faveur et on prend du retard sur les Américains notamment. Alors ça avance. C'est vrai que les Américains ont fait un Inflation Reduction Act, c'est-à-dire un objectif de réduction de l'inflation. Voilà. Non, mais en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'il vaut mieux ne même pas le dire, puisqu'ils ont quand même collé là-dedans une obligation d'acheter américain. Alors vous direz acheter américain au lieu d'acheter chinois. On comprend bien la logique protectionniste, la logique de réduction de l'inflation saute pas aux yeux d'une manière complètement immédiate. Et du coup, non seulement nous, on n'a pas réagi immédiatement, mais en plus, du coup, les produits chinois sont venus se déverser chez nous. Et avec ces dynamismes de réaction politique qui échappent encore un peu à l'Europe, mais avec les nouvelles règles, en particulier de Net Zero Carbon Industry, ces nouvelles réglementations sur lesquelles on avance pour 2024 en Europe, on aura le même genre de choses, c'est-à-dire l'obligation dans un projet d'avoir 40% au moins produit sur le sol. Donc on avance, mais c'est vrai que la vitesse de réaction aujourd'hui en Europe marque un peu le pas par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. Pour vous, même si on a pris un peu de retard, la réglementation va pousser cette thématique à nouveau davantage ici aussi en Europe. Jean-Louis. Oui, moi je me pose la question sur la France, parce qu'on sait qu'on on est plutôt dans le plan de relance du nucléaire après des décennies de tergiversation. Est-ce que ça va pas siphonner je ne sais pas le reste, c'est-à-dire est-ce que ça ne va pas handicaper l'émergence des énergies renouvelables en France ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que dans les valeurs vertes, on en reviendra, mais il y a plein d'éléments qui les ont plombés. En revanche, si on s'arrête uniquement sur la partie énergie renouvelable, qui est une partie limitée du secteur, on est en train de faire souvent une opposition entre nucléaire et énergie renouvelable. Toutes les études, tous les spécialistes montrent qu'aujourd'hui on a besoin de tout. C'est-à-dire que on n'est pas dans un monde clos, on n'est pas dans un monde où on remplace un truc par un autre. On est dans un monde où, ne serait-ce que combler la hausse de la demande par des énergies propres est déjà un challenge. Donc penser qu'on va pouvoir remplacer toutes les saloperies type charbon, lignite par l'un ou l'autre, c'est pas réaliste. On a besoin de tout. On a besoin de solaire, d'éolien, on a besoin de technologies de stockage via l'hydrogène, on a besoin de nucléaire. Et donc clairement aujourd'hui la prise de conscience qu'il faut un mix très global pour remplacer, on l'a vu en Allemagne, on nous a dit bon non, pas de nucléaire, on fera du verre à la place, finalement on finit par faire du charbon et de la lignite. Donc je pense qu'il faut accepter l'idée qu'on a besoin de tout et que tous les projets ont leur place, à condition d'avoir des taux un peu plus conciliants, on commence à les avoir, et des pouvoirs publics qui dans l'accompagnement, dans la réglementation,
et parfois un peu dans le protectionnisme sont là. La transition énergétique est en réalité une accumulation énergétique, une accumulation des sources d'énergie. C'est pas le remplacement, c'est les sources d'énergie dans lesquelles on vient puiser et par lesquelles on vient s'approvisionner de plus en plus nombreuses. Mais c'est la question de Jean-Louis. Le fait que de plus en plus de pays veuillent recourir à des mini-centrales nucléaires, que le nucléaire soit amené quand même à se développer, ça va pas enlever du potentiel à l'éolien, au solaire par exemple? Honnêtement, il n'y a aucune simulation réaliste où avec du nucléaire, du solaire, de l'éolien, on arrive suffisamment vite à shooter toutes les énergies réellement sales. Donc la logique qu'aujourd'hui on est challengé sur ce type de possibilités de renouvelables, non, honnêtement, ça n'existe pas du tout. Il y a vraiment ce qu'il faut pour tout le monde. Le potentiel est là. Aujourd'hui, il faut l'encadrement et la stabilité surtout. On aime bien changer les règles toutes les 2 minutes, les nouvelles règles. On a besoin parfois pour ce genre de projet de très long terme d'avoir un peu de visibilité. Puisque vous parlez de changer les règles toutes les 5 minutes, il y a le label ISR qui est modifié, changé, à nouveau transformé, nouvelle mouture qui a été annoncée par Bercy. Alors il y a débat. Il y a débat dans la famille BFM Bourse. Sofiane estime que le nouveau label qui exclut les énergies fossiles, c'est très très bien. Jean-Louis un peu plus mitigé et pour le coup moi aussi. Vous êtes convaincu par ce nouveau label ISR qui a été annoncé ou plutôt mitigé, voire réticent? Alors attention, parce qu'on est quand même dans des choses qui sont mouvantes. Donc il ne faut pas non plus s'arrêter trop sur l'instant T. Il y a 2 dynamiques qui sont prises dans ces nouvelles idées. La première est de dire, ce qui est propre, c'est propre, et ce qui est polluant, c'est polluant. Si on peut faire un fonds propre avec plein de valeurs polluantes, à la fin, le critère, il ne sert plus à rien. Et de toute façon, il y a d'autres réglementations. C'est-à-dire qu'il y a le degré de réchauffement climatique ou autre qu'utilisent beaucoup d'institutionnels. Donc de toute façon, il y a beaucoup de choses qui convergent vers le fait de shooter un peu les énergies fossiles, soyons clairs. Le deuxième point, c'est que dans la réglementation, il y a 2 notions. Il y a la notion qui est-ce que ça pollue ou pas? Et la deuxième notion qui est est-ce que ça va vers améliorer les choses ou pas? Un des exemples très emblématiques qu'on connaissait était Nexans, qui équipait des centrales, parfois polluantes, donc était considérée comme une valeur polluante, mais qui est à la pointe pour relier les projets offshore qui sont cruciaux. Et donc, est-ce que c'est polluant, c'est pas polluant? Est-ce que si ça amène vers moins de pollution, même si ça contribuait à l'instant T à une chaîne qui est polluante, là, la dynamique de prendre les choses de manière dynamique dans la lecture et pas uniquement statique me paraît très intéressante. Et puis, n'oublions pas, à l'instar de ce qu'a fait Technip ou d'autres, qu'il y a des possibilités pour certaines sociétés de spin-offer leurs activités, de mettre d'un côté les activités propres qui sont bien valorisées, quitte après via une holding au-dessus à transférer le besoin de cash flow de l'un à l'autre et de séparer les polluants. Donc il y a beaucoup de possibilités. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin que tout le monde croie à un label vert et que ce ne soit pas de la flûte. Et tout ce qui renforce la crédibilité de ces labels en donnant pas l'impression que c'est un moyen de contourner ou de profiter d'une réglementation, mais qu'il y a une foi là-dedans, qui existait, c'est les investisseurs qui croyaient en ça, qui aujourd'hui ils sont revenus. À notre avis, ça va durer et avec les baisses de taux qui sont en train d'arriver, on va revenir vers une ère beaucoup plus favorable à tout niveau.